Je vais vous présenter les deux brièvement. Rokhaya a reçu en 2012 le prix de la lutte contre le racisme et les discriminations, ainsi que le prix Lakam Women 2014, qui récompense les femmes actives dans le digital, dans la catégorie générosité. Et Rokhaya multiplie depuis un bon moment les formes d'engagement pour diffuser les connaissances indispensables à ce combat. Elle est auteure de plusieurs ouvrages dont Racisme au mode d'emploi et Comment parler du racisme aux enfants, et de plusieurs documentaires dont Les réseaux de la haine. Et elle co-réalise et anime l'émission que vous connaissez certainement, Ego mais pas trop, sur la chaîne LCP. Et a cofondé l'association Les Indivisibles, dont l'objectif est de lutter grâce à l'humour contre les préjugés ethno-raciaux. Et je précise aussi que Rokhaya est chroniqueuse sur RTL. Et tous les soirs, elle refait le monde. Would you like me to say the same in English? Are there any native English speakers here? No? We are all French people, native speakers. Rachel, would you like me to turn in English? Okay. Okay. So now for Pete Stone. Pete Stone est consultant expert biculturel franco-britannique de la diversité, de la non-discrimination et de l'interculturel. Et Pete Stone se définit ainsi, je le cite: « Je suis britannique, mais en France depuis presque 30 ans. Je suis donc un mélange de culture britannique et de culture française. Je travaille sur les sujets liés à la diversité, à la discrimination auprès des entreprises. Mon rôle est de les accompagner dans la mise en place de politiques de diversité. » Et il a publié, entre autres, « Mesurer la discrimination et la diversité, éléments de réponse » en 2009. Donc, mes amis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de script, on n'a pas des... C'est une totale improvisation. Ouais. C'est une improvisation. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a pris des notes au fur et à mesure de la journée de défense intervention. Et on va faire un petit dialogue entre nous deux, mais aussi avec vous. Donc l'idée aussi, c'est pas uniquement nous qui parlons. Parce que, bon, en même temps, tous les deux, on est suffisamment bavards que si on est dans le micro, on peut passer toute la soirée sur ce sujet-là. Mais l'idée aussi que vous intervenez, donc n'hésitez pas à nous interrompre, on va peut-être vous poser des questions. Mais si vous avez des choses à dire, des choses à ajouter, n'hésitez surtout pas. C'est bien, nous ne sommes pas autour d'une table ronde, mais nous voulons créer cet esprit de table ronde. On va commencer plutôt avec moi qui pose des questions à Rokhaya, qui va parler. Moi, je vais rebondir, vous allez rebondir, et puis on va voir si on arrive jusqu'à 21h, qui est plus prévu, je pense. Je vais commencer avec quelques idées qui ont été lancées ce matin par le président. Une des choses que M. Zapatero a dit, c'était sur la notion des quotas, la notion de mesures coercitives, des notions de coercitives fortes, des sanctions. Donc, Rokhaya, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'on peut avancer sur le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes, et que les femmes aient une vraie place dans toute la société sans avoir de mesures coercitives fortes? Donc, pour commencer, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Donc, effectivement, on est sur un mode assez souple, et l'idée, c'est vraiment que chacun puisse réagir à ce que nous allons dire. Et pour répondre à ta question sur les quotas, moi je crois effectivement que les organisations ne répondent favorablement à ce type d'évolution que si elles y sont contraintes, soit par intérêt, soit parce qu'elles ont la crainte d'une sanction. Et effectivement, je pense que, si on prend l'exemple de la parité en politique, ça a quand même sensiblement modifié la place des femmes dans la politique française, même si on est dans des proportions qui sont aujourd'hui, par exemple au Parlement, très très loin de l'égalité 50-50, on est plutôt de l'ordre de 75-25 à l'Assemblée nationale. On voit que par rapport à ce qui se passait avant la loi sur la parité il y a 15 ans, la situation a quand même beaucoup changé. Effectivement, s'il n'y a pas vraiment de volontarisme, je crois que les choses n'évoluent pas. Et les entreprises, en fait, à partir du moment où elles n'ont aucun intérêt matériel et de faire évoluer les choses, en fait, si on attend que l'histoire naturellement embrasse la justice, ça n'avance pas. Donc moi je suis assez favorable à ça, même si on le voit par exemple pour le cas du handicap, les entreprises peuvent aussi avoir tendance à contourner
les quotas quand elles ont des possibilités. Et c'est pareil pour la parité en politique, il y a beaucoup de partis qui préfèrent se priver des financements, notamment, je pense notamment à l'ELP qui paye lourdement en fait, le fait de ne pas présenter un nombre suffisant de femmes aux élections, qui préfèrent payer en fait des millions d'euros plutôt que de respecter en fait les critères de parité. Donc on voit bien qu'il y a quand même des limites dans la coercition si elle n'est pas vraiment d'une nature qui oblige vraiment les entités, les organisations, que ce soit de partis ou de sociétés, à vraiment respecter la parité. Il y a toujours des moyens de la contourner. Mais moi, c'est vrai que je ne vois pas d'autre solution en fait. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après, les entités peuvent agir aussi par intérêt économique si elles se rendent compte qu'il y a un marché dont elles sont privées en ne respectant pas tel ou tel type de représentation. En dehors de ça, je ne vois pas trop comment on pourrait faire. Malheureusement, je suis un peu d'accord. Si on regarde les entreprises en France aujourd'hui, sur tous les différents sujets, sur les différentes populations sur lesquelles on peut travailler en entreprise, quand on parle de diversité, le sujet de population sur lequel on travaille le plus, c'est le handicap. Et pourquoi on travaille sur le handicap? C'est parce qu'il y a des quotas, parce qu'il y a une contribution à payer à la GFIP si on n'a pas 60% de travail handicapé, et toutes les entreprises travaillent sur le handicap. Moi, des fois, je vais dans une entreprise, et tu vas avoir une entreprise qui a 2 millions d'euros de budget pour travailler sur le handicap. On essaie de trouver 5 000 euros pour travailler sur le sujet de l'égalité homme-femme, ils n'ont pas d'argent. Alors c'est pas pour dire que c'est pas bien de travailler sur le handicap avec 2 millions d'euros, mais croyez-moi, si on avait 2 millions d'euros pour travailler sur l'égalité homme-femme dans les entreprises, on avancerait quand même beaucoup plus vite. Donc même si j'aime pas trop le quota non plus, en même temps, c'est quand même intéressant, sur une table ronde, on a une femme noire, on a un homme anglais handicapé, on est peut-être aussi là pour remplir les quotas pour les colloques. Je ne suis pas trop pour les quotas, mais en même temps, je pense que c'est aussi ça qui fait avancer des choses. Même dans les pays nordiques, en Norvège, quand on a introduit les quotas pour les conseils d'administration, ça a permis d'avancer dans des pays où, traditionnellement, il y avait déjà des avancées assez importantes. Je ne sais pas si vous avez... Ouais. Juste une petite question, est-ce que les États-Unis n'ont pas dû mettre fin à leur affirmative action? Il y a eu un arrêt qui a mis fin... voilà. Mais c'était vraiment particulier. C'était juste dans quel état c'était... Je me souviens. C'était dans le sud. Oui. Je sais que c'était une étudiante blanche qui avait essayé d'aller jusqu'à la Cour suprême. Mais c'est vrai que l'action positive, c'est pas des quotas seulement. C'est vraiment des politiques d'action positive. Donc c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a des... Par exemple, sur certains États, il y a des dispositifs qui permettent de recruter 10% des meilleurs lycéens de tous les lycées de l'État. Donc on est dans une logique de quotas et en même temps qui permettent une diversité ethnique, sociale, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu entendre de l'extérieur des États-Unis. Et après, je connais beaucoup mieux le sujet que moi, donc peut-être qu'il y aura... Non, je te rejoins. Quand j'interviens dans l'entreprise, j'essaie de faire comprendre aux gens que ce n'est pas le quota en soi qui peut être problématique, parce qu'on peut avoir des problèmes avec la notion de quota. On a un problème avec le quota à partir du moment que le quota est tellement obligatoire qu'à un moment donné, on recrute des gens pas compétents parce qu'il faut remplir le quota. Donc je dis aux gens, c'est recruter du handicapé. On arrive à la fin de l'année, le patron a dit il faut qu'on arrive à 6%, si on n'arrive pas à 6%, on te vire. Le mec, à un moment donné, il s'en fout complètement des compétences des gens, il va recruter des personnes handicapées. Ça, donc, c'est pas le quota en soi qui pose le problème, parce que si le même patron dit je veux avancer sur le sujet, je veux qu'on ait à tel taux de pourcentage de femmes en cadre dirigeante ou tel taux de personnes handicapées, et je veux qu'on progresse, mais on prendra le temps qu'il faut. Et à ce moment-là, on va recruter, on va faire évoluer les gens les plus compétents, mais en essayant d'aller chercher des gens qui sont différents parce que c'est dans notre intérêt. Je pense qu'il y a une énorme différence entre les deux. Donc c'est pas le quota en soi, je pense, qui est problématique, c'est la manière dont le quota est vécu dans les organisations et à quel point c'est vécu comme une obligation. Et si je peux me permettre d'ajouter une chose sur mon métier dans les médias, notamment dans les débats. En fait, dans les débats, je fais beaucoup de débats à la télévision, à la radio, et il y a très peu de femmes. Souvent, dans l'émission à laquelle je participe, on doit être 25% de femmes à débattre, et c'est vrai que souvent, sur les plateaux de télévision, assez souvent, je suis la seule femme, et c'est vrai que souvent, les personnes qui sont en charge de programmer les différents invités expliquent qu'ils ne trouvent pas de femmes disponibles. Alors, il y a plein de facteurs. Effectivement, il y a plein de facteurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand on programme pour des émissions des invités, les comportements, et là on rejoint effectivement une construction sociale de la féminité, mais les comportements des femmes de réponse par rapport aux invitations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les hommes sont toujours disponibles et toujours compétents. C'est-à-dire que quel que soit le sujet, ils sont disponibles, ils sont compétents, il n'y a pas de problème. Alors que les femmes, elles vont beaucoup plus souvent demander à leur chef si c'est possible d'y aller. Elles vont dire non mais là ce sujet-là, je pense que c'est pas mon domaine, demander à quelqu'un d'autre, etc. Et elles ont beaucoup plus de contraintes aussi du
du fait de toutes les occupations domestiques qui leur prennent beaucoup plus de temps puisqu'elles ont en charge 80% du travail domestique. Donc c'est aussi un frein, quand on est par exemple sur un BFM et qu'on doit caler un invité dans 2 heures, on prend le premier qui dit oui, et souvent le premier qui dit oui c'est un homme. Donc il y a aussi ces freins-là qui sont liés à ça. Et du coup, ce sont les mêmes personnes qui sont systématiquement réinvitées parce qu'on choisit la facilité et les bons clients, c'est ceux qu'on a beaucoup vus. Et c'est pour ça que le guide des experts qui a été créé par une journaliste de Elle, une autre journaliste dont le nom m'échappe, qui est un guide en fait d'intellectuels et d'universitaires qui sont experts dans des domaines très différents, est un très très bon outil en fait pour permettre de ne pas aller systématiquement vers les mêmes personnes qu'on voit tout le temps sur les plateaux de télévision. Et je parle de ça parce que c'est mon métier, mais c'est une logique qu'on peut appliquer à beaucoup de domaines. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inhibitions, et moi je le vois même en débattant en fait, que quand on est une femme et qu'on débat, et même des stratégies d'intimidation des hommes qui sont en face de nous qui sont très différentes, c'est-à-dire qu'on va facilement nous crier dessus, nous interrompre, profiter aussi du fait que nos voix, voilà, et que les voix sont, enfin voilà, le fait de, voilà, ma voix, si j'ai beau crier, c'est une voix très très grave sur la mienne, je fais pas le poids, donc effectivement, il y a aussi des jeux qui sont liés à ça, qui vont aussi nous défavoriser, et puis le fait qu'aussi on n'est pas élevé en tant que femme, en tout cas dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, à prendre la parole publiquement, à s'affirmer par le biais de cette prise de parole, et c'est vrai que généralement, quand on est une femme, on est élevé pour être assez accommodante, souriante et sympathique, et débattre, c'est un peu antinomique avec ça, c'est-à-dire que quand on débat et qu'on est dans l'opposition, c'est un comportement qui n'est pas considéré comme féminin. Donc déjà, on va aux antipodes de la manière dont on a été formé socialement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Et c'est vrai que je pense que c'est important aussi de trouver des espaces pour peut-être chez les femmes essayer de les aider à les appuyer pour voilà, prendre la parole publiquement aussi. Alors culturellement, comment pourrions nous en sortir finalement de tout ça là, enfin je sais pas. Alors je sais pas si je voulais poser cette question. Non, je voulais juste rebondir là-dessus dans le domaine de la fiction. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du, je ne sais pas très bien comment on prononce le Bechdel test. Et c'est un test qui a été mis en place par des féministes américaines. Et moi, parce que je le connais, ça me sidère parce que c'est un test qui vous demande, dans le domaine de la fiction, prenez les 10 derniers films que vous avez vus au cinéma. Dans les 10 derniers films que vous avez vus au cinéma, il est très probable qu'il y en a au moins la moitié qui n'ont pas au moins deux personnages féminins. Et que ces deux personnages féminins aient un rôle suffisamment important pour qu'elles parlent ensemble d'autre chose que les hommes. Oui. Vous regardez les 10 derniers films et des très bons films, je ne sais pas moi, Argo, le film que j'ai vu récemment, il y a deux femmes qui parlent ensemble dans ce film. C'est différent et on ne s'en rend pas compte, on ne pense plus. Deux femmes qui font avancer l'intrigue, qui sont suffisamment indépendantes pour ne pas être le faire-valoir de l'homme, c'est très rare dans la fiction aussi. Alors maintenant on voit des Blanche-Neige qui cassent la figure au grand méchant loup, mais n'empêche que Blanche-Neige, elle a jamais un sidekick, un partenaire qui soit une copine qui vienne se mettre le grand méchant loup avec elle. Et ça c'est problématique. Bon, comment est-ce qu'on combat tout ça Est-ce qu'on peut le combattre? Oui, on peut. Oui, on doit. Grosso modo, on peut dire qu'il y a deux types de raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avoir une vraie égalité dans la société aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les causes externes aux femmes et les causes internes aux femmes. Les causes internes aux femmes, c'est le propre comportement des femmes qui m'ont recarré la vie, mais est-ce que je suis suffisamment compétente pour faire ça? Donc il y a tout un travail à faire avec les femmes qui n'est pas uniquement fait avec les femmes une fois qu'elles sont dans l'entreprise, dans les organisations, mais les filles quand elles sont à l'école. Mais bon, on peut passer toute la soirée uniquement là-dessus. Et après, toutes les causes externes, qui sont tous les problèmes de discrimination, je pense qu'il y a un des problèmes le plus important, et je pense que là-dessus, depuis très longtemps, je suis désolé pour dire, mais je pense que les femmes se sont plantées sur leur combat. Changer la place des femmes dans une société, c'est vachement bien. Sauf que tu ne changeras jamais la place des femmes dans une société tant que tu ne changes pas la place des hommes. Emily a dit tout à l'heure, nous femmes, nous pouvons réussir nos carrières que nous avons des femmes de ménage, des nounous souvent d'origine immigrée. Ah oui, mais si tu as un mari derrière qui s'occupe des enfants, tu n'as pas besoin de ton nounou immigré. Hein. Sauf que tant que les hommes ne s'occupent pas des enfants comme les femmes s'occupent des enfants, on ne résoudra jamais le problème. Mais ce sont quand même les femmes qui élèvent leurs garçons. Alors que font ces femmes-là? Enfin, moi je me suis toujours posé la question. Non, est-ce que je pense que les femmes font aussi une différence quand elles ont deux enfants, un garçon et une fille. Le garçon n'est pas...
moi je le vois avec tout simplement mon entourage, mes amis ne parlent pas de la même façon de leurs garçons que de leurs filles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a aussi le simple fait que on a les petits garçons grandissent dans des crèches. C'est toujours maman, la référence enveloppante, gentille, etc. C'est jamais papa qui fait ce rôle-là. Et moi je suis folle de joie parce que ma fille rentre à la crèche, elle a 2 ans, et parmi ses éducateurs, Chris, il y a un éducateur, un garçon qui va se faire. Et donc les petits garçons vont finalement avoir devant eux le rôle de quelqu'un de maternel qui va être un garçon. Là, on commence à changer les choses. Oui, mais le rôle une fois qu'il rentre à la maison aussi, quel va être le rôle de la maman? Pourquoi la maman, souvent, idéalise son garçon, il est merveilleux, c'est formidable. Ma fille, elle réussit moins, mais bon, oui, mais c'est ma fille, bon, elle s'en sortira quand même. Les filles, déjà, j'ai l'impression qu'on est je sais pas, pour être plus forte, et que le garçon, s'il n'y arrive pas, c'est pas grave, il s'en sortira. Moi, je trouve que, ce que j'entends dans mon discours, c'est vraiment que les filles ont peut-être moins droit à l'erreur, et les garçons, on passe plus. Mesdames, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ça fait partie effectivement des stéréotypes un peu ambiants dont on a parlé tout au long de la journée. Mais je pense qu'il y a aussi un rôle très important joué par l'école. Et peut-être une des solutions, c'est d'aller vers ce qui a été tant combattu, l'ABC de l'égalité, etc., qui justement vont introduire aussi autre chose, vous faire réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur le rôle du conte, quel conte effectivement on va lire. C'est sûr que si on n'arrête pas de lire des histoires de princesses qui sont totalement passives, dans leur tour enfermées, qui vont se faire libérer par un chevalier, c'est sûr que mais il y a un travail aussi quand même culturel, moi je trouve, au niveau, dans la cellule familiale. À titre personnel, moi, ma maman, elle ne m'a jamais lu Cendrillon. Moi, elle me lisait c'était les contes des mille et une nuits. Elle me disait, tu vois, Scheherazade, elle était plus intelligente que les autres. Celle-là, elle a tenu et elle a compris comment il fallait faire pour ne pas se faire tuer le soir même. Et ça, j'avoue que ça m'a frappée. Très petite, déjà, voilà. Et on passait pas, chez moi, c'était pas Blanche-Neige et Cendrillon. Voilà. Donc je pense que aussi la cellule, l'école ne peut pas tout faire, ne peut pas tout résoudre, mais ça commence à baigner en fait dans ce modèle éducatif et vont le reproduire. Donc il y a cette mise à distance effectivement critique qui est très importante. Mais je pense que ça va le faire. C'est des questions d'éducation au sens large. Je ne résume pas l'éducation à l'école. Anna. Moi, je pense qu'il y a quand même certains mots qui ont été très importants et qui ont été prononcés. Alors, on parle de pouvoir, de discrimination, de combat. Alors, ce sont des mots qui sont capitaux, sont très importants. Mais ça dit quand même quelque chose en soi. À partir du moment où on parle de domination et de discrimination, on est dans une relation, un rapport de force. Le rapport de force, c'est tout ou rien. Où on a le pouvoir, où on ne l'a pas. Et à partir de ce moment-là, on ne peut être que sur la défensive. Une société, on va dire, patriarcale au sens classique du terme, c'est comme dans les pays comme l'Afrique du Sud, quand on parle de l'apartheid. Il est évident que le seul fait de faire un compromis avec une section de la population, qui était largement la majorité en Afrique du Sud, qui est la moitié de la population sur le reste de la planète quand on parle des femmes, ça implique forcément une perte de quelque chose. Et je pense que c'est ça essentiellement. C'est le fait de prendre conscience de ses privilèges et d'accepter d'en abandonner une partie. C'est ça en fait. La vraie question, c'est que vraiment on est sur une question qui est vraiment systémique et qui mathématiquement, si une catégorie gagne quelque chose, ça veut dire que l'autre va perdre. Il faut qu'elle accepte effectivement de perdre sa position privilégiée. Mais ça, même le débat, il faut déjà l'engager. Et ce matin, le mot de hiérarchie est tout à fait parlant. Et ce matin, Zarabéo a dit qu'on a besoin d'hommes féministes. C'est les hommes qui ont le pouvoir. Donc pour avoir le pouvoir, il faut que soit arracher le pouvoir, soit quand même on arrache le pouvoir en général, c'est quand même relativement violent, soit il faut que les gens qui ont le pouvoir acceptent d'avoir moins de pouvoir. Donc il faut aussi faire comprendre aux hommes en quoi
tout le système qu'on a aujourd'hui, et ça c'est intéressant, on ne parle pas des stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre, on a tendance à dire que ça enferme les femmes dans certains rôles. Oui, et ça enferme les hommes dans certains rôles aussi. Et tant qu'on ne fait pas comprendre aux hommes que nous, on n'a pas le droit de se comporter de certaines manières parce que les stéréotypes nous empêchent de se comporter de telle manière, on aura du mal à faire comprendre aux hommes qu'eux aussi ils souffrent des stéréotypes de genre. Moi je parle toujours d'une chanson de ma jeunesse qui est The Cure, qui est Boys Don't Cry. Vous savez, Boys Don't Cry. Donc quand tu es avec Boys Don't Cry, tu ne pleures pas. C'est pour ça une des raisons pour lesquelles j'habite en France, parce qu'un Anglais qui pleure, c'est... un Français qui pleure, c'est pas terrible, un Anglais qui pleure, c'est pas un Anglais. C'est un Anglais qui... L'Anglais, c'est quelqu'un qui ne montre jamais une émotion de sa vie, quoi. Ouais. Sur l'égalité quand même dans les familles, je voulais juste dire, j'essaye très souvent de repenser au rappel à l'ordre en fait, que peuvent avoir les mères qui essayent d'éduquer leurs enfants différemment. Il ne faut pas oublier que pour elles, c'est vraiment très très dur. On leur met très souvent une culpabilité forte sur le fait d'élever une fille tout à fait comme une fille, et alors un garçon tout à fait comme un garçon, alors là c'est la catastrophe. Et du coup, on oublie très souvent, des fois on revient très souvent à la cellule familiale en se disant mais alors ces mères, qu'est-ce qu'elles font avec leurs enfants? Et je pense qu'à chaque fois il faut se rappeler que même quand elles innovent un peu, elles prennent des risques, elles vont avoir des rappels à l'ordre à l'école, avec leurs copines, avec les autres enfants qui vont dire des choses à leurs enfants qui vont revenir en se disant oui mais moi on m'a dit que. Et voilà, juste rappeler que c'est quand même très très dur au niveau individuel et je pense que la force qu'il peut y avoir dans le changement, c'est si elle est portée au niveau sociétal, parce que sinon l'individu, c'est vraiment trop dur. Une des choses dont on a parlé, c'était une notion de norme. Je ne sais jamais si c'est masculin ou féminin. C'est masculin ou féminin, norme? Les normes masculines. On a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'idée que pour réussir, pour arriver tout en haut, une femme doit avoir des comportements masculins. Pareil, dans ma culture, moi, le meilleur exemple, c'est Margaret Thatcher. Margaret Thatcher avait un comportement tellement masculin, on se pose des questions pour savoir si c'est une femme. Mais on peut se poser des questions, est-ce qu'elle avait le choix? Est-ce qu'elle avait le choix? Une femme de cette génération-là, est-ce qu'elle pouvait réussir autrement qu'en se comportant comme des mecs? L'une des questions que je peux se poser, c'est est-ce qu'il est obligatoire aujourd'hui, parce que je ne sais pas ce qu'on pense sur carrière, est-ce qu'une femme peut réussir sans devenir un homme? Quand je dis réussir, je veux dire arriver tout en haut du pyramide. Disons qu'en tout cas, quand elle ne le fait pas, elle subit, je trouve, beaucoup de rappels à l'ordre. Je pense aux femmes politiques et tous les commentaires qu'on peut faire sur leurs vêtements, systématiquement. Changement de coiffure, une qui se détache les cheveux, qui a mis tel ou tel type de chaussures, etc. C'est vrai que c'est-à-dire que tout d'un coup, des choix qui peuvent sembler superficiels, quand ils sont faits chez les hommes, ça devient des débats qui sont placés au centre du débat politique et qui sont considérés même comme des éléments de leur stratégie politique. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce que la génération, je pense, de NKM n'est plus prête à faire les mêmes concessions que peut-être la génération de Martine Aubry, et en même temps, on lui rappelle systématiquement sa plastique, ses choix vestimentaires. Enfin, je trouve que ce qu'a vécu, par exemple, Rachida Dati, c'était un mélange. C'était mélangé à la fois le mélange de, effectivement, la femme qui était trop bien habillée, et puis la fille d'ouvrier arabe qui ose porter des chaussures de créateur, alors que, moi je sais pas, NKM elle porte aussi des chaussures à 1000 € et personne ne trouvait que c'était exagéré, ou qu'elle faisait un affront à la pluie. Donc il y avait un rappel à l'ordre de classe, de racial, de aussi effectivement en tant que femme, qui fait qu'une Najat Vallaud-Belkacem aujourd'hui fait très attention à ce qu'elle porte parce qu'elle a peur d'être comparée. Enfin, on voit bien que dans la manière dont elle s'habille, elle s'habille bien mais pas trop pour pas avoir l'air trop mode, etc. Et c'est vraiment très très difficile, où j'ai vu Fleur Pellerin qui était interrogée sur sa styliste. Il n'y a pas longtemps, et elle a dû nier qu'elle a une styliste, je pense, mais elle a dû le nier parce qu'en fait, elle sentait que ça la discréditait d'avoir, parce qu'elle aime bien la mode. Et c'est très compliqué, effectivement. Sont des femmes qui ne veulent plus, porter, en tout cas, utiliser les codes masculins, les codes qui sont considérés comme masculins, et en même temps, le fait de ne pas le faire les met dans une position extrêmement confortable. Juste pour revenir sur Rachida Dati, ça me fait penser à ce dont on me content. Quand Rachida Dati était nommée en même temps que Fadel Amara et Ramayad, tu avais Sarkozy qui disait « Je suis très content parce qu'on a dans le gouvernement 3 femmes qui représentent la diversité de la France aujourd'hui. » Il n'a pas dit, et c'est quelque chose qui peut être extrêmement important, « Je suis très content parce qu'on a 3 femmes extrêmement compétentes qui représentent la diversité de la France aujourd'hui. » Le quota, si le quota est mal communiqué, alors moi je ne connais pas suffisamment Rachida Dati et les 2 autres pour savoir si elles sont compétentes ou pas compétentes, mais si quelqu'un est là, non pas pour ses compétences, mais on soupçonne qu'il n'est pas là pour une autre raison, personne n'a intérêt d'être sacrément droit, parce que sinon, c'est mort.
C'est le même problème aux États-Unis, en fait, les politiques de discrimination. On accuse au départ, été mise en place pour les Noirs américains, pour réparation de l'esclavage, et en fait, on les accuse d'être à des postes parce qu'ils sont noirs et pas sur leurs compétences. Voilà, et on en revient à la question, à l'appartenance raciale, et les questions de compétences ne sont jamais évoquées, alors qu'on peut être noir et aussi très intelligent, et voilà, l'intelligence n'est pas liée à la couleur de peau. Et pour cette notion d'apparence, je suis allé à un forum, je ne dirais pas lequel, pas trop peut-être. Je suis allé à un forum il y a 2 ans, un forum sur la mixité. La notion de mixité, non pas dans le sens social, mais dans le sens homme-femme. Et chaque fois que tu arrives à un colloque, tu arrives avec une petite sacoche. Okay. Là, j'ai une petite sacoche, et je regarde, et la première chose que j'ai vu dedans, c'est un rouge aux lèvres. Là, je me dis, mais ils n'ont rien compris. Et c'est pas le fait que moi j'ai mes rouges aux lèvres et j'en porte pas, enfin, j'en porte plus. Ils sur Facebook, vous trouvez des photos de moi où j'en portais à une époque, mais c'est une autre histoire. C'est pas parce que c'était pas pour moi que j'étais offusqué, mais si on met un rouge aux lèvres, et dans ce forum, il y avait un stand de relooking avec une photographe, etc. Je dis, mais si on est toujours sur l'idée qu'une femme doit être belle pour être intelligente à ce moment-là, et c'est un forum organisé par les femmes. Et quand je reviens sur le truc, c'est pas pour disculper les hommes en disant que nous on fait rien de mal, mais c'est aussi aux femmes de se dire, mais non, l'apparence, oui c'est important pour tout le monde, mais à un moment donné, il y a une limite, je pense. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'en même temps, moi, que c'est un homme et une femme, moi j'aime bien les hommes et les femmes qui sont plutôt beaux, plutôt belles, et qui s'occupent de leur apparence. Mais donc, dans une organisation qui est sur la mixité, sur la mixité dans le monde de l'entreprise, ça me gêne quand même quelque part, je pense. Question. En fait, je voudrais une remarque quand vous parliez de Nicolas Sarkozy en fait, de mon politique. Je pense que la campagne présidentielle en 2007, en fait, elle était très marquée par les stéréotypes de genre. Ah ouais, absolument. En fait, Nicolas Sarkozy a utilisé tous les stéréotypes de virilité qu'on attribuait à l'homme, et dans le débat avec Ségolène Royal, qu'est-ce qu'il voulait faire? En fait, il voulait absolument l'énerver, la mettre au bout des nerfs pour démontrer qu'une femme, elle est hystérique. Oui. Elle est hystérique, tout simplement, au sens premier de ce sens, et du coup qu'elle serait incapable de gérer un pays. Et je pense que c'est quand même assez fort, et cette statue, elle montre très bien où on va, en fait, dans quelle ligne va la politique, mais aussi toute la société. D'ailleurs, à l'occasion de ce débat, je ne sais pas si vous en rappelez, moi ce qui m'avait vraiment frappé, lorsque les deux sont arrivés dans le studio, on a décrit Sarkozy, et la première chose que l'on a dite sur Ségolène Royal, c'est qu'elle portait un tailleur de telle couleur, qu'elle était coiffée comme ceci et comme cela. Et là, vraiment, je me suis dit, bon, on s'en sortira pas, quoi. Enfin, on est vraiment dans les stéréotypes de genre. Il y avait eu aussi une campagne de presse, moi je me souviens d'une, je pense que c'était l'Express, donc une photo de Ségolène qui avait l'air un peu contrariée avant le débat, et le titre c'était « Va-t-elle craquer ?» point d'interrogation. Donc il y avait déjà cette préparation mentale, voilà. Alors que l'Express n'a jamais mis Sarkozy avec « Va-t-il craquer ?» Mais c'est intéressant, c'est pas pour vous critiquer, mais c'est intéressant parce qu'on parle quasiment toujours de Sarkozy et de Ségolène. Comment ça se fait qu'on parle de Ségolène et de Sarkozy? Et même Marine Le Pen, elle a un prénom alors que son père avait le nom. Toutes les femmes, c'est Najat, Marine. C'est marrant, hein? Non, je pense que c'est ça. Ouais, mais ce que je dis sur Ségolène Royal, ça s'est poursuivi parce que j'ai l'impression qu'elle en a vraiment construit un personnage politique de folle. C'est-à-dire que tout le registre, mais vraiment, on parle d'elle comme de quelqu'un d'illuminé. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on l'a jamais décrite comme une stratège, parce qu'elle a quand même réussi un tour de force en 2007 en s'imposant à un endroit où elle n'était pas du tout attendue, et elle a tout le temps été décrite comme quelqu'un de fou, d'illuminé, qui se prenait pour un messie, etc., etc. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une manière de la discréditer aussi intellectuellement et de faire fi un peu de tout ce qu'elle a pu mettre en place pour arriver là où elle était arrivée. Ça, c'est vu de Paris. Sa région, je crois qu'elle est plus appréciée. C'est possible. C'est une autre discrimination. Ouais, c'est possible. Et ceci dit,
elle n'aurait pas été femme, on n'aurait pas dit la même chose. Non, Donc, moi, c'est juste une petite, même pour dire que quand on parle de stéréotypes ou de préjugés auxquels certaines femmes adhèrent. Bon, lorsque nous étions en préparation de ce colloque, donc j'espère vous appréciez la qualité de nos intervenants et intervenantes. Le bigenré, c'est difficile à l'oral, hein, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai entendu des propos d'un collègue qui m'a dit, il a regardé le programme, qui n'était pas encore définitif, il a dit, il y a beaucoup de femmes. Il dit donc, je pense que ça ne pourra pas être objectif, donc scientifique. Quand vous entendez ça, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas faire un naming and shaming. Bon. Et donc, je me suis dit, que s'est-il passé au Concile de Trente, ou lors de la controverse de Valladolid, où des hommes non mariés, a priori, blancs, religieux, devaient débattre pour savoir si la femme était une créature dotée d'une âme ou un indien d'Amérique, etc. Donc, et j'ai pensé que... Alors ça c'est... mais c'est un rassemblement où beaucoup d'intervenants ou de participants seront des femmes. Donc par définition, ça sera du discours qui est militant, donc biaisé, donc caricatural, donc pas scientifique, parce que dans l'université, on doit avoir un discours neutre et scientifique. Je n'ai quand même pas eu au passage l'impression que les débats et les interventions manquaient de scientificité. Ceci dit, la majorité des participantes sont des femmes. Parce que moi j'ai remarqué ça. Et c'est parce que ici, je suis le deuxième homme de la journée. Alors, ce qui est intéressant là-dedans... c'est que les hommes ont été très bien. Vous leur faites peur. Vous leur faites peur. Vous leur faites peur. Deux choses là-dessus. Premièrement, pourquoi l'intervention de Sabatero ce matin qui est tellement remarquable, en dehors du fait que c'est un homme remarquable, c'est parce que c'était un homme. Une femme qui disait la même chose n'aurait pas eu la même portée, je pense. C'est pas pour dire qu'une femme qui dit ça, c'est pas important. Mais le fait que c'est un homme qui a aussi convaincu du sujet, qui lui est convaincu du sujet, parce que ça s'entendait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'était intéressant de ne pas écouter les traductions, mais d'écouter ce qu'il disait, et même sans comprendre les mots, parce que comprendre vraiment sur 50 en espagnol, et simplement l'intonation, ça montrait à quel point il était passionné par le sujet. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a sur le sujet de la discrimination de diversité, c'est que 9 fois sur 10, les gens qui travaillent sur l'égalité hommes-femmes, c'est des femmes. 9 fois sur 10, les gens qui travaillent sur le racisme, c'est des gens qui ne sont pas blancs. 9 fois sur 10, les gens qui travaillent sur le handicap sont des personnes handicapées, des gens qui ont des personnes handicapées dans la famille. Et que malheureusement, d'une certaine manière, quand on parle de quelque chose, quand ce n'est pas pour se défendre soi, les gens entendent souvent mieux que quand c'est quelque chose que tu défends pour toi-même. Si moi je dis qu'il faut être sympa avec les Anglais, ils ont dit oui, c'est normal qu'ils disent ça. Si Rokhaya dit ça, c'est pas la même chose. C'est forcément vu comme quelque chose de plus objectif. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça le problème. Ouais. Le problème en fait c'est que souvent quand les minorités, je parle des femmes minoritaires au sens latin, au sens numérique, quand elles expriment sur le groupe auquel elles appartiennent, on considère qu'elles parlent en fait depuis des émotions et qu'en fait elles n'ont pas du tout de distance analytique avec le sujet, mais qu'elles parlent avec colère. Enfin, je ne sais pas combien de fois on me répond en fait comme si j'étais en colère ou j'étais. Moi, je ne pense pas être quelqu'un de particulièrement agressif dans la manière dont je m'exprime, mais en fait, ce que je peux dire, quand je parle des noirs ou des choses comme ça, déjà le fait de dire noir, ouais, c'est Dieu. Oh mon Dieu. Voilà, et voilà, le fait de prononcer ce mot est vécu comme une agression sans nom. Et effectivement, parce qu'en fait, on n'est pas du tout perçu comme ayant la possibilité d'avoir une distance. Et c'est vrai que, en fait, voilà, ce qui est considéré comme universel et neutre, c'est l'homme blanc. Donc du coup, il n'y a même pas d'idée selon laquelle il y aurait un point de vue particulier, parce que d'ailleurs, on ne les définit pas. Quand on parle de quelqu'un sans préciser la couleur de peau, c'est que la personne généralement est blanche. On va dire un noir, mais on va jamais dire voilà, j'ai croisé quelqu'un, il était blanc, etc. Donc c'est pareil, l'être par défaut dans la tête des gens, c'est un homme blanc hétérosexuel. Donc on considère que les gens qui appartiennent à cette catégorie-là s'expriment depuis un point qui est neutre et qui n'est pas touché par les émotions, alors que tout le monde prend part au phénomène du sexisme d'un côté ou de l'autre, et tout le monde, et personne n'est neutre. Et je trouve que c'est
dans la recherche, je trouve que c'est pas honnête, comme dans le journalisme, de faire croire en fait qu'on parle de nulle part, on parle toujours de quelque part, et notre trajectoire elle a forcément une incidence sur la recherche qu'on fait, sur le pourquoi, sur la raison pour laquelle on s'est engagé dans tel ou tel type de recherche, et la personne qu'on est, elle a nécessairement une incidence sur la manière dont on regarde un sujet. Et ça, je pense qu'il faut l'intégrer quand on exprime, même si évidemment il y a de l'analyse et il y a des sciences, il y a forcément une incidence humaine sur la manière dont on travaille. Donc, et c'est pas un hasard si les gens qui s'intéressent aux questions de femmes sont en majorité des femmes. Je pense que c'est pas un mal, puisqu'effectivement elles sont les premières concernées, elles ont nécessairement une expérience du vécu féminin qui est précieux, et je pense qu'il est très précieux pour la recherche. Juste pour rebondir rapidement, depuis que j'ai rencontré Rampaya il y a je ne sais pas combien d'années, moi je dis plus jamais black. Parce que me dit un jour, est-ce que tu dis white? Je dis non, donc tu dis pas black. Donc, mais depuis le jour où tu m'as dit ça, j'écoute les gens, personne dit noir. Tout le monde parle de black. Et c'est vrai, maintenant je suis toujours noir, et chaque fois je dis noir, oui, mais c'est comme si on avait peur du mot. Et donc maintenant chaque fois je dis noir, mais je vois la réaction des gens, souvent je dis noir, les gens me regardent comme si j'avais dit un gros mot. Mais je dis aux gens, mais pourquoi vous dites black? Ils ne réfléchissent pas sur le mot, mais les mots ils ont un sens. C'était juste pour rebondir sur cette notion de neutralité. Dans le domaine de l'éducation, je pense que c'est particulièrement important, et la plupart d'entre nous enseignants. Et moi, j'aime particulièrement une phrase de Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien qui a publié à la fin des années 60 la pédagogie de l'oppressé. Et il rappelle, je ne la connais pas de mémoire, mais il rappelle qu'on ne peut pas faire croire qu'on peut être neutre à l'école en tant qu'enseignant. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire où on se place et inviter en face de nous le dialogue, la discussion, la remise en cause. Mais ça, dans les écoles françaises, on voit ça nulle part. Moi, chaque année, j'ai des étudiants qui viennent me dire effarés, mais madame, alors on peut donner son opinion. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et argumenter, mais le problème c'est qu'il y a cette idée qui est vraiment imprégnée que effectivement la neutralité c'est la neutralité de l'homme blanc qui n'est pas une neutralité du tout, qui est juste la position dominante. Et puis pour vous rassurer en tant qu'organisatrice aussi, je pense que c'est très important quand on a un colloque qui s'intitule « Femmes de l'objet au sujet », que ça soit aussi des femmes qui soient sujets et donc qui prennent la parole et pas objet d'un discours prononcé par des hommes. Enfin, ça me semble quand même assez important. Je peux ajouter quelque chose ou non? Je demande l'autorisation. Ce matin aussi, on a parlé de l'importance des rôles modèles. Donc, je vais juste raconter deux histoires rapides sur les rôles modèles et l'importance d'avoir des modèles pour pouvoir se projeter dans un avenir. Premier, c'est Whoopi Goldberg. Vous connaissez tous Whoopi Goldberg. Vous connaissez tous Star Trek. Est-ce que vous savez que Whoopi Goldberg a joué dans Star Trek? Pas la première version parce qu'elle était jeune à l'époque, pas la version des années 60, mais la version qu'elle a fait dans les années 90. Il y a des gens qui savaient ça, non. Quand ils ont fait la version dans les années 90, Whoopi Goldberg a écrit au producteur en disant je voudrais jouer dans l'émission. Et elle était déjà super connue, et donc les producteurs n'ont même pas répondu en disant qu'elle était convaincue qu'elle rigolait. Ils ont fait une première saison, ça a super bien marché, et elle a réécrit le producteur à la fin de la première saison en disant je voudrais vous rencontrer pour voir si c'est pas possible de jouer dans Star Trek. Et ils l'ont rencontré, il dit mais nous on serait ravis, mais pourquoi? Il dit c'est très simple, quand j'étais jeune fille dans les années 60, un jour je regardais Star Trek, et j'ai regardé ébahi, j'ai allé dans la cuisine, je dis maman, il y a une femme noire à la télé, elle n'est pas esclave, elle n'est pas domestique. Jamais de sa vie elle avait vu une femme noire jouer un autre rôle qu'une femme domestique, qu'une esclave. Donc elle dit je dois faire la même chose pour les jeunes générations de femmes noires pour leur montrer qu'elles peuvent aussi atteindre les étoiles à partir du moment qu'elles ont envie de le faire. Ce qui est intéressant, donc on a créé un rôle pour elles. Ce qui est intéressant, quand on raconte cette histoire-là, les gens des fois ils ont un peu de mal à dire oui mais non, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un modèle comme ça? Donc je raconte l'histoire dans l'autre sens. Margaret Thatcher, on revient sur elle, on sait que c'est une femme. Quand elle était ministre, Premier ministre, un de ses ministres avait un fils qui avait 5 ans, qui lui dit un jour, Daddy, est-ce qu'un homme peut être Premier ministre? C'est intéressant. Parce que quand tu le fais dans ce sens-là, tu te rends compte à quel point c'est important pour un enfant de s'identifier à quelqu'un en disant, moi aussi je peux faire ça. C'est super important cette notion-là.
Donc je pense que, je reviens sur le notion de quota, si aussi on a besoin de quota à un certain moment donné de pousser les choses, c'est aussi pour avoir des gens qui nous ressemblent pour dire moi je peux aussi faire ça. Parce que la première génération des pionniers, c'est des gens qui sont des extraterrestres, hein, parce qu'arriver à quelque chose, que tu n'as jamais vu quelqu'un qui te ressemble faire ça, c'est pas facile. Hein. Donc il faut être là pour que la deuxième génération se dise moi aussi je peux faire ça. Vous êtes très fatigués, nous avons eu une longue journée. Moi je pourrais rester là, vous écouter pendant 1 heure de plus, mais est-ce qu'on arrête? On termine simplement un autre problème. La féminisation des noms en français. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Moi personnellement, je suis tout à fait pour parce que je pense qu'on n'est jamais neutre dans une langue. La langue exprime ce que l'on croit et ce que l'on pense et traduit des tas de stéréotypes. Mais ça fait monter des tas de gens pour quel mot? N'importe. Professeur, tuteur, madame la chancelière me dit c'est pour louer la robe de chambre. Écrivaine. Moi je me suis posé la question si je devais dire madame le consul, madame la consul, on en avait discuté. Oui. Donc effectivement, en tant qu'anglophone, je n'avais jamais Si, pensé à ce problème où, avant mon arrivée en France, je ne me suis même pas posé la question. Une fois que je suis arrivée en France, chaque personne me demandait est-ce que c'est madame la consul ou madame le consul. Et je ne pouvais pas répondre parce que je ne suis pas francophone. Ça m'est égal, franchement. Si c'est le consul, la consul avec un E. Mais souvent on me demande, il y a des gens qui sont plutôt féministes, qui sont pour, qui disent oui, c'est bien que c'est madame la consul avec un E à la fin. Il y a d'autres personnes qui disent moi je suis féministe, donc moi je préfère madame le consul sans E. Donc chaque personne a sa préférence. Mais on a le même problème, mais je pense que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, parce que quand moi j'étais jeune, en anglais, au moins en Angleterre, on disait toujours chairman, par exemple. Oui. Aujourd'hui on dit chair ou chairperson, on disait barmaid ou barman, aujourd'hui on dit barperson. Donc on avait le même problème en anglais, pas sur le genre dans ce sens-là, mais sur le nom, sur le métier, on avait la même chose. Et un bouquin qui est vachement intéressant pour vous et pour d'autres qui s'intéressent à ça en anglais, un bouquin qui s'appelle Man-Made Language, qui est la notion que le langage est construit par l'homme avec une grande H et avec une petite H aussi. C'est une grande H, c'est-à-dire que c'est l'humanité qui construit son langage, mais aussi que la langue anglaise est une langue qui est dominée par les hommes. Et c'était depuis toujours, la langue anglaise est une langue qui est construite par les hommes et presque contre les femmes. C'est fascinant comme bouquin, c'est fascinant. Mais je vois, qu'est-ce que tu penses? Moi je suis complètement favorable à la féminisation des noms. Enfin, pour ce qui me concerne, je demande systématiquement à ce que tous les qualificatifs qui me concernent soient féminisés. Je pense que c'est important de les faire exister dans l'espace public pour, notamment pour les fonctions. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de femmes de pouvoir qui refusent en fait parce qu'elles ont l'impression que c'est infamant. Mais je crois qu'il faut vraiment tenir là-dessus. Moi je suis d'accord, mais j'ai dit d'accord jusqu'au jour où j'ai vu le mot chef écrit CHE2FE. Et je sais comment ça, donc je ne sais pas sur tous les autres, écrivains, auteurs, avocats, évidemment, ça n'a jamais posé de problème, mais chef 2FE, je sais pas, ben ça me. Je sais pas. Moi, en fait, je suis d'origine polonaise et je me rappelle mon grand chat que j'ai vécu. Quand je me suis rendu compte que le mot homme signifiait un être masculin et un être humain. Ce fait de ne pas faire la division, ça m'a profondément choquée. Je pense qu'on peut parler de métier, on peut parler de tout ça, mais si déjà en prenant un mot tellement existentiel, tellement basique que l'homme, on ne se dit pas la femme, c'est qui? En polonais, c'est pas la même chose. Vous avez 3 mots. Les hommes, femmes et l'humain. Et on a aussi le genre neutre. Ah oui. Aussi, Comme l'Australie. Parce que l'Australie commence à avoir un 3e sexe. Vous savez ça? Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Sur les formulaires en Australie, je ne sais pas si c'est fait ou ça va être fait, il y a homme, femme et indeterminate. Pour les gens qui ne veulent pas, ou qui sont encore entre deux, mais qui peuvent, pour qu'ils disent, mais non, je suis ni l'un ni l'autre. C'est intéressant. Ça existe en Inde aussi. Il y a la case indéterminée en Inde. Et moi, j'avais rencontré ici en France une sage-femme
Homme, ouais. Qui est une Donc, sage-femme. je lui ai demandé, vous êtes une sage-femme ou un sage-homme? Je suis un sage-femme homme. C'est je rigole. Merci. Merci. C'était juste pour rebondir sur la féminisation des noms de métiers. J'avais lu dans un article de fond qu'il y avait une première féminisation des noms de métiers en France au Moyen-Âge, donc boulanger, boulangère, pâtissier, pâtissière, etc. Et qu'au 19e siècle, dans la société imposée par Napoléon, quand on féminisait, c'était pour désigner la femme de, par exemple, la mairesse, la femme du maire, la générale de, voilà, la préfète, si tu veux, la femme du préfet, etc. Et peut-être que la difficulté que nous avons à mettre une auteure, une écrivaine, etc., c'est peut-être ces réticences mentales, c'est-à-dire au lieu d'être la femme de, elles sont femmes, écrivains, auteurs à part entière. Et je pense que plus que féminiser les métiers, même si je pense que c'est important, pour moi encore plus important, c'est d'arrêter madame et mademoiselle. Pour moi, en anglais, il y a Miss, il y a Mrs. et il y a Ms. Et le Ms, pour moi, c'est fondamental. Et le problème en français, c'est qu'il y a mademoiselle et madame, et on a tendance à exclure mademoiselle, mettre que madame, mais mettre que madame, c'est pas la même chose que trouver un nouveau mot qui est exactement l'équivalent de monsieur, qui est neutre, qui ne dit rien du tout sur le statut marital de la femme. Mais ça, moi j'en parle beaucoup à mes étudiants et étudiantes en cours, et je leur dis, les filles, trouvez quelque chose là. On ne peut pas continuer comme ça, on est madame, ou mademoiselle, mais ça n'a pas l'air de trop les perturber non plus. J'avoue, quand je leur dis que en anglais on peut dire Miss, et c'est pas parce qu'on est marié ou pas marié, on ne se définit pas par rapport à son état civil. Et quand je leur dis que ça ne me fait pas réagir, non, enfin bon, je les trouve un peu, alors peut-être que ici ce sont des étudiants qui, pour moi, qui sont plus intéressés par les chiffres, par les audits et tout ça, donc je ne sais pas, mais... non, je pense que les jeunes générations ont oublié qu'il y a des combats, qu'il y a des femmes qui sont mortes pour avoir des droits comme les hommes. Et qui pensent qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ouais. Ça, on demande à voir. Je ne sais pas s'ils ont oublié ou si on a oublié de leur dire. Pour moi, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai, parce que vraiment, à leur décharge, on leur donne beaucoup d'infos sauf celle-ci. Et par exemple, quand on parle de Rokaya, maintenant, être féministe, ça fait quand même partie des insultes et des dangers. C'est exactement ça. Donc, je pense aussi que ces jeunes générations, elles se sont fait phagocyter par des idées et que peut-être les personnes qui en ont d'autres, nous, on n'a peut-être pas joué notre rôle ou on nous en a empêché. Pour le madame, mademoiselle, moi je pense aussi que c'est lié à l'image qui va avec le mademoiselle qui du coup est aussi le signe de la jeunesse par rapport à madame. Enfin moi je vois mes étudiants en tout cas, quand je leur dis madame, c'est ce qui revient tout de suite, c'est une question d'âge et l'image qui va avec. Mais pour la féminisation, justement, je pense que c'est aussi, c'est pour ça que c'est important aussi de défendre cette féminisation des mots, parce que on parlait de représentation aussi, d'accès à la représentation des minorités, etc. Pour moi, c'est aussi une façon de montrer que auteur-eux, ça veut dire qu'on soit un homme ou une femme, on peut avoir accès à cette profession-là, comme consul, voilà. Et donc c'est une question de représentation, d'image. Alors pour certains, ça peut être, c'est peut-être lié à ce que vous disiez par rapport à l'époque napoléonienne, je ne sais pas, mais il faut, c'est peut-être aussi notre rôle finalement, de valoriser cet aspect-là, dire que c'est simplement une question d'égalité, et pour montrer, parce que le langage qu'on utilise sert à ça aussi, montrer que c'est accessible à tout le monde. On va lui tourner un peu, non ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.